Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ces magazines Tête à Tête, votre rendez-vous de chaque lundi sur la radio-télé Océan Pacifique. 15 février 2007, 15 février 2018, ça fait pratiquement 11 ans qu'Alphonse Boye-Cassonji dirige la province du Kassai-Oriental avec comme seule vision le développement de la province du Kassai-Oriental. Est-ce une réalité? Est-ce un mythe? Eh bien, c'est une question centrale à laquelle nous allons tenter de répondre avec un invité non de moindre, d'autant plus qu'on le présente lui. Il s'agit de l'honorable Pierre Ngandou Molobelai, qui est élu de la circonscription de Tshilengou. Avec lui donc, nous allons décortiquer cette grande question qui certainement vous intéressera. Bon. Honorable, nous souhaitons la bienvenue sur le plateau de Tête à Tête. Vous n'êtes pas quelqu'un que nous présentons parce que vous faites partie des invités de la première heure de ce magazine et c'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir. Et dans le cas présent, comme je l'ai annoncé à nos téléspectateurs, nous allons décortiquer avec vous, pratiquement, nous allons faire une sorte de bilan de l'action de l'autorité provinciale. Parce que vous avez été dans les coulisses de ce pouvoir, vous avez été un acteur clé, vous y êtes encore, et 11 ans après, nous pensons que vous avez certainement beaucoup de choses à dire. Mais avant que nous puissions l'aborder, nous allons parler de vous. Qu'est-ce qui fait que vous soyez en ce moment dans la ville de Mouji? Merci bien, Vicky. Nous sommes là à notre visite à deux ailes, en fait. La première aile, c'est une importante réunion du bureau politique de notre parti, la CDD. Nous devions nous réunir incessamment. Nous sommes dans l'attente d'autres délégués qui doivent venir de différentes provinces pour que nous puissions tenir cette réunion importante du bureau politique qui va lever les grandes options de nos stratégies en rapport avec les échéances électorales à venir. Ça, c'est la première aile. La deuxième aile de notre présence ici, c'est en fait les vacances parlementaires. On se souviendra que depuis le mois de février, nous sommes en vacances parlementaires. Fin janvier, nous sommes en vacances parlementaires. Je me devais, comme d'habitude, de venir parler avec ma base, être au contact avec ma base du territoire de Tshilengou, dont je suis le député, national. Et donc, on y a été la dernière fois, on va encore y être, on prendra tout notre temps, pratiquement tout le temps qui nous reste. Nous allons le passer ensemble avec notre base comme d'habitude. Je disais que vous étiez un acteur politique clé. Vous avez pratiquement affûté vos armes ici, dans cette ville de Mokima, qui ne vous est pas inconnue. Qu'est-ce que ça vous fait toutes les fois où vous venez, quand vous observez cette province 11 ans déjà? Il y a beaucoup de... C'est un sentiment de satisfaction quand j'arrive ici, chaque fois que j'arrive. De satisfaction, non pas parce que tout a été bien fait, mais parce qu'il y a une ferme volonté de mieux faire les choses de la part de l'autorité provinciale. Nous venons ici, je me souviens, il y a 3, 4, 5, 6 mois, nos collègues de la province, des provinces du Kassai central, du Kassai, des territoires de Kamiji et de l'huile ne pouvaient même pas mettre leurs pieds chez eux parce que c'était une insécurité jamais vue. Alors, nous, on y est arrivé. On continue à y arriver. Ça, c'est plus que tout pour moi. C'est-à-dire que quand des efforts certains, avec tout ce qu'il y a comme problème de moyens dans cette province, autant dans cette province qu'au niveau du gouvernement central, il y a un sérieux problème
de moyens. Vous savez, la crise par laquelle nous sommes passés, qui a terriblement affecté ou affecté négativement la mobilisation de nos ressources intérieures. Cela a eu des répercussions très négatives sur la province du Kasai-Oriental. Ce fameux problème de démembrement qui a également, comment dirais-je, freiné un tout petit peu l'élan qui avait été pris. Mais au-delà de toutes ces réalités qui constituent en fait une sorte de goulot d'étranglement, et vous sentez que des efforts certains sont en train d'être faits. Nous venons de Lukalaba, nous voyons que la route de Moneditou est en pleine réhabilitation. C'est des signes qu'il y a une ferme volonté de mieux faire. Ici sur place, voilà, nous voulons, il n'y avait pas autant d'infrastructures qu'il y en a ici. Donc c'est pour ça que je dis c'est toujours un sentiment de satisfaction parce que chaque fois qu'on arrive, on se rend compte de la volonté, de la ferme détermination des autorités ou de l'autorité provinciale, du gouvernement provincial, à se rapprocher de son peuple dans le sens du développement. Honorable, j'avoue que lorsque vous êtes parti à la députation, on a senti une très grande collaboration entre les députés nationaux et le gouverneur de la province. Puis, à un moment donné, il y a une sorte de refroidissement. Est-ce que vous avez cette impression-là aussi? Bon, et je n'ai pas du tout cette impression, je n'ai pas du tout cette impression, parce que nous sommes, là où nous sommes à l'Assemblée nationale, je pense que notre gouverneur, le gouverneur de notre province, je crois qu'il est parmi les rares gouverneurs à être en bon terme et au contact permanent avec les élus nationaux de la province, chaque fois que cela est possible. Nous avons quand même, en tant que députés, les rapports de nos collègues qui viennent d'autres provinces. Nous avons le droit de nous réjouir de rapports et de bons rapports que nous entretenons avec le gouverneur de notre province. Ce n'est pas moi qui le dis seulement. Vous pourrez interroger les députés qui viennent ici en vacances parlementaires en dehors de moi. Je suis sûr qu'ils ne vous diront pas le contraire de ce que je viens de dire. En tout cas, nous sommes satisfaits de ce rapport. Peut-être qu'au niveau de la presse, certaines choses n'ont pas fuité, c'est normal, mais en réalité, dans la réalité, nous sommes les gouverneurs et les élus nationaux de cette province entretiennent de bons rapports et sont vraiment en bon terme. Honorable, merci. Si je pose la question, c'est parce qu'il nous est arrivé de vivre des situations assez tristes. Nous avions eu ici, par exemple, nous avons vécu les actes des Kamonassa. On aurait souhaité voir les députés nationaux ici. Nous vivons ici, par exemple, beaucoup de contre-coups de la part de l'assassin, mais on ne sent pas que le dossier emballe même autant de députés. Si c'est le cas, apparemment les efforts sont menés d'une manière dispersée. Oui, peut-être c'est vrai. Formellement, nous n'avons pas eu un cadre de concertation. En fait, je me répète un peu, excusez la tautologie. Nous n'avons pas eu un cadre de concertation formel entre nous, les députés nationaux, et le gouverneur de province ou le gouvernement provincial à travers le gouverneur de province. Nous n'avons peut-être pas eu un cadre formel de concertation, mais ce qui est vrai, c'est que chacun, le gouverneur est en contact avec plusieurs élus, chacun en ce qui le concerne, pour que à chaque niveau des efforts soient faits pour que nous puissions aboutir à un même résultat pour l'intérêt de la population dont nous sommes ressortissants tous. Alors, ces efforts sont menés, je disais donc chacun en ce qui le concerne. Nous, au niveau de l'Assemblée, nous connaissons notre sphère d'activité, c'est dans le vote de loi nécessaire et dans l'interpellation des autorités nationales sur des actions à mener au niveau de nos provinces. Le dossier de Sassim
constitue un véritable enjeu pour la province, étant donné que l'AMIBA connaît les problèmes qu'elle connaît aujourd'hui. Nous devons vraiment sentir que la SACIM est une société qui exploite nos ressources, mais qui s'occupe de la population, comme l'AMIBA le faisait en son temps. Il est inadmissible qu'au nom d'un dispositif légal dépassé pour nous, qu'une société, même privée, fut-elle privée, ici en province, puisse ne pas se sentir en devoir de contribuer au développement de la province. C'est inadmissible. Nous disons que si on se réfère à un cadre légal, n'importe lequel fut-il, mais c'est un cadre légal pour nous qui devient obsolète et que nous devons mettre ce cadre légal de côté parce qu'il ne règle aucun problème sociologique et que nous puissions discuter de vive voix avec la SACIM sur les réalités du terrain. Le gouverneur le fait déjà bien et nous le félicitons parce que sur place, il a engagé une démarche salutaire pour la province du Kasaï oriental et cette démarche a déjà commencé à porter des fruits. Nous, au niveau de l'Assemblée, nous continuerons à nous battre pour faire évoluer le cadre légal. Ce n'est pas normal qu'une entreprise comme celle-ci, qui devrait payer certaines taxes et certains impôts de la province, notamment l'impôt foncier, par rapport à toutes les concessions qu'ils occupent, notamment l'impôt sur les revenus locatifs, la vignette et tout ça pour tous les véhicules qui sont utilisés et tant d'autres choses, que toutes ces taxes ne reviennent pas à la province au nom du fait que toutes ces taxes et tous ces impôts sont payés par la dite entreprise à la direction des grandes entreprises qui ne rétrocèdent pas. Parce qu'au fait, si cela se faisait bien, ces impôts et ces taxes qui sont récoltés par la direction des grandes entreprises devraient être rétrocédés intégralement à la province. Maintenant, elles font partie d'une répartition de l'ensemble, alors qu'elles devraient en totalité faire partie des recettes provinciales. Et même alors, si on ne peut pas, des dossiers en rapport avec les redevances minières, nous sommes en train, dans le cadre du nouveau code minier que nous avons voté, il y a quand même assez de dispositions positives pour permettre que, une fois que l'application de ce code minier est effective, que la province du Kasaï oriental puisse bénéficier de ses droits dans le cadre de la redevance minière. Ça, au niveau de l'Assemblée nationale, nous nous sommes battus. La commission économique et financière à laquelle j'appartiens a été parmi les 3 commissions qui ont travaillé sur le code, le code minier. Et nous y avons veillé. Et je pense que cette lutte devrait continuer ensemble. Je vous vole un aspect de vos propos parce qu'en début d'émission, vous avez évoqué certains boulots d'étranglement qui empêchent la province d'évoluer d'une manière harmonieuse. Je rappelle à la population que vous êtes un haut cadre de la CVD, vous appartenez à une commission stratégique à l'Assemblée nationale, la commission profil. Mais honorable, on constate qu'au niveau de la province, on n'en parle pas assez, mais les rétrocessions ont séché. Et dans notre temps, les gouverneurs peinent à prendre en charge même leur personnel. À votre niveau, ça ne vous interpelle pas? Ça nous interpelle, Vicky, au plus haut point. Parce que, au fait, c'est à travers une rétrocession équitable, régulière, conséquente de recettes nationales au niveau de nos provinces que la population qui nous a mandatés constatera que nous sommes en train de nous préoccuper de ces problèmes et que ces problèmes sont en train de trouver des solutions. Si tel ne se fait pas, non seulement la province a des difficultés pour mener son action, mais même nous également, au niveau de l'exécutif, nous serons en porte-à-faux avec nos électeurs parce qu'ils estimeront que nous ne faisons rien pour eux. Et c'est une situation sur laquelle nous revenons toujours. Nous nous battons au niveau de l'Assemblée nationale, mais bon, écoutez, nous sommes aussi conscients d'une chose, c'est que la crise
au niveau de la chute des prix de nos matières premières, parce que la population, tout le monde devrait le savoir, notre économie, c'est une économie presque à 90% extravertie, tournée vers l'extérieur. Nous avons nos ressources principalement de la vente de nos matières premières, enfin de nos matières premières, le cuivre, le cobalt, le diamant et tout ça. Et ces recettes en devise nous permettent principalement d'importer. Vous voyez. Et généralement, les recettes sont inférieures aux besoins en importation. La rareté de devises a provoqué ce que nous avons connu ici, les phénomènes de dépréciation. Dans moins de 6 mois, le taux de dépréciation de notre monnaie a doublé. Et voilà, c'est toutes ces difficultés-là, dans le cadre de la mobilisation des recettes, a fait que la trésorerie nationale s'en est trouvée sérieusement affectée, et donc la rétrocession également. Mais maintenant que la situation revient à la normale, parce que les coûts des matières premières sont en hausse. Le cuivre a plus que doublé, le cobalt, la même chose, le baril de pétrole et tout ça, que ça revient, tous les indices sont bons pour que en 2018 nous puissions vivre le contraire. Ça veut dire que des choses soient conséquemment améliorées dans le sens de la rétrocession aux provinces et dans le sens d'autres actions dans le cadre du budget d'investissement qui n'est toujours pas exécuté. Et c'est là le problème que nous avons toujours avec le gouvernement central qui s'est approprié l'exécution du budget d'investissement, et cela en désharmonie totale avec les besoins exprimés sur le terrain. C'est un dossier sur lequel nous sommes toujours et sur lequel nous serons toujours. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer à insister pour que les choses aillent mieux. Vous avez parlé du code minier qui apporte beaucoup d'innovation. Est-ce que vous pouvez, même s'il n'est pas encore promulgué, est-ce qu'on peut avoir une idée de quelques innovations? Bon, écoutez, les grandes réformes ont tourné autour de la nécessité de revoir certains contrats qui peuvent aujourd'hui être qualifiés de contrats normes. Comment pouvez-vous expliquer que des entreprises ou des personnes qui viennent investir chez nous puissent posséder notre terre jusqu'à vie, jusqu'à la fin de leur existence, sans que nous leur posions aucune question? Non. Ces ressources, ce n'est pas parce que elles, ces personnes, ou eux, ces investisseurs, ont des moyens pour venir investir chez nous, qu'ils ont en possession nos ressources minières. Ça, nous avons catégoriquement refusé et nous avons recommandé à l'exécutif national de revoir tous ces contrats, que ce soit des contrats à durée déterminée et non à durée indéterminée. Et le système d'amortissement, parce que je vous dis clairement que d'ailleurs même la plupart de ces mesures qui sont consacrées dans le code minier, si les contrats ne sont pas revus comme nous l'avons recommandé avec toutes ces entreprises minières, évidemment le code minier ne concernera qu'une infime partie des investisseurs et le résultat attendu ne sera pas le meilleur pour nous. Et donc il est impératif que même par rapport à... Parce que c'est comme vous pouvez le constater, quand vous adoptez une loi, c'est pour le futur qu'elle s'applique. Et donc tous ceux qui ont bénéficié de la largesse de l'État congolais, parce que l'État congolais à l'époque avait juste besoin de voir ses ressources être exploitées et a pris des engagements inacceptables aujourd'hui. Et toutes ces entreprises ne vont pas, n'est-ce pas, être soumises au code minier actuel. Tout ce qui peut les soumettre à ce code minier, c'est la révision de tous ces contrats. Et une recommandation ferme a été faite au gouvernement pour que des discussions commencent et que tous ces contrats soient revisités au profit du peuple congolais. Alors, honorable... Et je voudrais ajouter que si cela est fait, nous attendrons à, dans une période de 2 ans, à 3 milliards de dollars de plus pour notre budget, qui pourrait partir de l'état actuel où il est
en dehors de tous les autres efforts, ici aujourd'hui nous sommes autour de 5 milliards, je crois, de dollars américains. Avec cet effort, nous pouvons aller jusqu'à 8 milliards, nonobstant les autres efforts qui peuvent être entrepris, mais ne fût-ce que dans le cadre des recettes qui pourraient provenir de l'application du nouveau code minier, nous pouvons aller à 3 milliards de plus, toutes choses restantes égales pareil. C'est-à-dire, si les contrats sont révisés, nous pourrons aller à de loin plus que ça. C'est pour cela que nous demandons que ce travail se fasse rapidement, dès la promulgation de cette loi, que les dispositions soient prises au niveau du gouvernement pour que ce travail se fasse, pour que nous puissions partir de 3 milliards à plus que ça pour l'intérêt de notre population, de notre économie et donc de notre population. Je vous ramène en province, chez vous. Vous avez été parmi les premiers cadres aux côtés de l'autorité provinciale depuis que vous êtes à Kinshasa. Aujourd'hui, tout le monde s'est fait passer pour maître de ce système, qui connaît mieux les chefs, qui peut même critiquer ses collaborateurs. Alors vous qui êtes aujourd'hui député, après avoir été conseiller financier, après avoir été ministre des Finances, ministre de l'Intérieur, honorable, est-ce que vous pensez qu'il est légitime que les uns disent que le gouverneur de province a toujours été mal entouré? Voilà pourquoi il n'évolue pas dans sa politique. Non, mais c'est pas du tout correct, Vicky, de penser, de voir les choses de cette manière. Un gouverneur de province mal entouré ne peut pas atteindre le résultat qu'il a atteint aujourd'hui dans ses efforts pour le développement de notre province. S'il avait été mal conseillé, il n'en serait pas là. Il est clair que les gens peuvent avoir des avis sur les collaborateurs du gouverneur. C'est de leur droit. Je ne dis pas que les collaborateurs du gouverneur sont les meilleurs, mais je pense que autour d'un grand homme qui est le leader, autour d'un grand homme qui est le père, en fait, le conducteur de cette action pour le développement, je crois que même ceux qu'on pense être médiocres aux yeux des uns devraient effectivement s'améliorer autour de l'action de ce grand homme. Je pense que même nous, à l'époque, nous avons été victimes de ces traitements. Il travaille avec les jeunes, il travaille avec ses frères, comme ça se disait. Je crois que nous sommes d'accord avec vous que ce langage a cessé parce que les gens ont réalisé devant qui ils étaient. Et qu'un grand chef comme le gouverneur de province, un grand visionnaire comme lui, ne pouvait pas ou ne peut pas s'entourer des personnes médiocres. Ils ne sont peut-être pas les meilleurs du monde ou les meilleurs de la province, ils sont là, ils l'aident à réaliser, à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés dans sa vision du développement de sa province. Nous sommes là, nous avons été des collaborateurs pendant plusieurs années, des collaborateurs du gouverneur de province pendant plusieurs années. Je crois qu'à partir de nous qui sommes avec vous ici, l'équipe, on peut se faire une idée de la qualité des personnes que le gouverneur a toujours choisi pour travailler avec nous. Nous avions eu à perdre le premier directeur de cabinet du gouverneur de province en la personne de Pascal Malangou. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle et quel témoignage faites-vous? Une triste nouvelle qui nous a tous fait très très mal, Vicky. C'était un grand pionnier de la lutte pour la victoire en 2007, en 2006. Nous avons été avec lui partout. Il était avec nous à tout moment, disponible.
paix à son âme, paix à ton âme, Pascal Malamou, que la terre de nos ancêtres te soit douce. Nous te suivrons, mais nous continuons la bataille que nous avions ensemble commencé avec toi. C'est un grand homme, très déterminé dans la lutte, c'est-à-dire un homme de terrain, mais aussi un grand intellectuel, un gars intelligent qui est parti. Malheureusement, la terre est ce qu'elle est. Chez nous, on a l'habitude de dire que ne bouffe que les meilleurs. Il est parti. Nous souhaitons le meilleur. Nous continuons la bataille que nous avons commencé avec lui. Alphonse Wikassanji, en prenant la tête de la province du Kassai-Oriental, on lui donnait peu de chance. Je crois que vous vous rappelez de ce chapitre-là. Je me rappelle même qu'il y a un professionnel des médias qui avait déclaré que désormais la province est en danger parce que dirigée par un diamantaire. Il a évolué. Aujourd'hui, il y a certains dans l'opinion qui pensent qu'il s'est plus enrichi, il a raflé tous les canons du diamant. Vous êtes de ce point? Non, mais je crois que c'est des procès d'intention, simplement. Et par moment, pour des personnalités de la province, comme le gouverneur actuel, Wikassanji, pour le travail qu'il a abattu et qu'il continue à abattre, jusqu'au sacrifice suprême. Il est prêt à tout donner pour le développement de ce peuple. Je crois qu'on ne devrait pas se permettre de lui faire ce procès d'intention. C'est injuste. Où est-ce que nous étions? Où était la province du Kassai-Oriental en 2006 et où elle est aujourd'hui? C'est la question principale qu'il faut se poser. J'invite notre peuple, le peuple escasséché. Il y en a beaucoup qui ont compris. C'est un discours politicien qui essaye, qu'on essaye de faire passer, mais qui ne cadre pas du tout avec la réalité. Il y a beaucoup de diamantaires ici. J'ai vu. On ne va pas me dire que les bureaux d'achat de diamants sont fermés dans cette ville. Voilà. Et il y a beaucoup de diamantaires qui font de très bonnes affaires. Je crois que c'est mieux peut-être, Vicky, après, que vous puissiez faire passer votre micro au niveau de tous les opérateurs économiques du secteur des diamants. Je crois qu'ils ne vous diront pas que s'ils ont des difficultés, c'est parce qu'ils ont été empêchés à travailler par la personne de Wikassanji. Je crois que ce n'est pas ça du tout. Il y a peut-être certainement dans ce travail, j'ai été aussi dans les diamants, je sais ce que ça veut dire. Le diamant, c'est comme toutes les autres matières premières, les cours du diamant sont définis par les forces internationales. Et c'est là, vous pouvez passer de temps où le diamant n'a pas de prix et où il est difficile de vendre et de gagner de l'argent. Il y a des moments qui sont bons, tout le monde en profite, tout le monde peut creuser le diamant, tout le monde peut avoir des kilas, tout le monde peut faire ce qu'il veut dans ce cadre. Je crois que c'est juste un... Voyons ce que l'homme fait. Il a une double casquette. C'est un homme d'affaires dans le cadre du diamant et tout le monde le sait. Et avoir de l'argent dans le secteur des diamants, ce n'est pas aujourd'hui, la population kassaïenne le sait. Et on ne le répétera jamais assez, il a eu beaucoup d'argent avant de devenir gouverneur. Il continue son business, c'est tout à fait normal. Voilà, il évolue dans son business où il a acquis plus d'expérience qu'avant. C'est depuis, si je ne m'abuse, des années 1986 qu'il est dans le diamant. C'est-à-dire une trentaine d'années. Il a de l'expérience, il sait ce qu'il fait, c'est normal qu'il évolue. Mais ne voyons pas, ne confondons pas les choses, ne confondons pas les genres. Ses affaires sont ses affaires privées. Le travail qu'il a pour le développement de la province, c'en est un autre. Voyons là où nous avons été en 2006 et là où nous sommes maintenant, au regard de toutes les difficultés que nous connaissons, au regard de la position enclavée que la province a, au regard de toutes ces difficultés que nous venons d'évoquer ici, de la part du pouvoir central et tout ça, au regard de tout ça, voyons objectivement ce qui a été fait et ce qui devrait être fait et jugeons les choses de manière positive. Pas de procès d'intention, c'est pas bon.
Honorable, nous allons terminer dans quelques minutes. Ma question est d'ordre général. Vous venez souvent de Kinshasa. Lorsque vous atterrissez dans la ville, vous voyez des hôtels comme Métropole, vous voyez des bâtiments comme, ou des infrastructures comme comment on appelle le stade. Vous voyez par exemple le gouvernorat. Intérieurement, vous vous dites quoi? Et à propos de cela, qu'est-ce que vous dites à la tête? Voilà. Quand je sais, en tant que député national... Sans oublier, honorable, et sans vous interrompre, que d'ici le 27 mars, Ethiopian pourra atterrir ici. Nous aurons des vols internationaux à partir de Mbuji-Mayi. Ça, c'est un autre temps. Tout ce que vous dites n'est pas chimérique, c'est de la réalité. Et toute personne sait voir ce qui est en train de se faire dans cette province. Moi-même, en tant que député national, connaissant ce que la province reçoit comme ressources au titre de la rétrocession, la province ne recevant pas de moyens pour le budget d'investissement, mais avec tout ce niveau d'investissement, je suis même en train de me demander quels sacrifices les autorités provinciales ont dû pour pouvoir y arriver. C'est de grands sacrifices et beaucoup. Une réalisation comme le stade, dans une province comme la nôtre, un tel bijou avec autant de moyens engagés, c'est des choses qui resteront à jamais gravées dans la mémoire du peuple congolais. Et pour son bénéfice, je l'ai dit, une réalisation comme le stade Kashala-Bonzola, c'est une réalisation bien pensée, contrairement à ce que les gens spéculent, contrairement aux spéculations dans les réseaux sociaux, ou je ne sais. Voilà, c'est non seulement un bijou sur le plan sportif, cette province est une grande province au niveau du sport. Nous avons déjà pris la Coupe nationale 2 fois, Sangaba Lende et l'AS Bantou. Nous sommes un grand pays, nous sommes une grande population sportive, mais c'est une grande source de revenus. Et à jamais, ces revenus, les ressources de ce stade profiteront à ce peuple. Tout ce qui est en train de se faire, je crois que nous sommes à la fin de l'émission, comme vous venez de le dire, il y a pas mal de choses. Personne ne peut prendre le risque de construire des hôtels comme cela s'il n'y a pas la sécurité dans cette province. Et le gouverneur de province s'est donné coréen. Il était debout là où il pouvait être tué dans le phénomène Kamonasa. On a vu des provinces, des gouverneurs de province déserter leur province. Il faut qu'on se le dise. Lui, il est allé au front. Il a payé le grand prix pour que la sécurité des personnes et des biens soit une réalité. Il n'a pas accepté que le sang du peuple kassaïen puisse couler. Il faut que le peuple kassaïen, il se l'est dit, puisse vaquer librement à ses occupations, qu'il fasse son commerce, qu'il aille au travail, qu'il soit libre et qu'il ne soit pas tué. Les quelques infrastructures, les écoles, il faut qu'on se rende compte de ce qui est en train de se passer au Kasaï central, à Luilu, Kamichi, hein, et que sais-je encore vers le cabinet. Comment est-ce que ce phénomène a tout ravagé sur son terrain? Des vies humaines, des personnes décapitées à l'arme blanche, des écoles détruites. Lui, il a tout fait pour empêcher cela à cette province. Je crois que le peuple devrait lui être reconnaissant. Et je me souviens, et c'est une question qui va encore son président Dorviki, s'il arrivait à poser la question au peuple kassaïen, est-kassaïen, entre moi et vous, qui doit à qui? C'est une question à laquelle chacun devrait tenter de répondre. Je crois qu'il sait, sincèrement, objectivement, et je demanderai à quiconque de me le démontrer le contraire, que ce qu'il a fait pour empêcher le phénomène Kamuna Sapo de se propager dans cette province, je crois que cela mérite tout simplement que le peuple kassaïen dans son ensemble vienne et le félicite pour cette action au lieu de se permettre de raconter ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux et de critiquer une personnalité comme celle-ci. Objectivement, on ne devrait pas le critiquer.
Okay? Objectivement, même s'il y avait des choses qui ont été mal faites, objectivement, elles devraient être couvertes par le fait qu'il s'est donné lui-même Coréam pour la paix, la sécurité dans cette province. Et pas mal de choses ont été faites, on n'y reviendra pas. S'il y a eu des choses qui n'ont pas été bien faites, c'est compte tenu, ou qui n'ont pas été faites ou bien faites, c'est compte tenu des difficultés que nous avons. Des difficultés dans la mobilisation des ressources, des difficultés réelles. Mais à travers toutes ces difficultés, des choses grandioses ont été faites. Partout dans cette province, dans l'ancienne Kasaï orientale, beaucoup de choses ont été faites. Il faut qu'on regarde à ça. Ceux qui disent que ce n'a pas été fait, remarquez Vicky, généralement, ils ne disent pas ce qui a été fait. Si vous voulez être objectif, commencez par dire ce qui a été fait. Quand vous ne relevez que ce qui a été fait ou qui n'a pas été bien fait, et que vous ne relevez pas ce qui a été fait, vous êtes de mauvaise foi et on ne devrait pas vous écouter. Merci beaucoup, honorable. Je retiens votre message comme mot de la fin. Nous sommes talonnés par le temps. On aurait pu parler même de votre attachement défectible à Escantour, papa Sarah Validé. Mais bon, voilà, le temps n'étant pas notre ami, je vous remercie. Je crois qu'à la prochaine occasion, nous pourrons en dire plus. Moi, je vous en remercie aussi. Ok, merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission qui a eu l'honneur de recevoir l'honorable Pierre Ngandou Moulombedaï, élu de la circonscription de Chilenge, mais il reste notre fils, notre frère. Il est en séjour dans la province du Kassai-Oriental. Avec lui, nous avons parlé de la marche du Kassai-Oriental vers son développement sous la houlette de son Excellence Alphonse Henri Kassangi. Et pour lui, nous avons plus de raisons d'en tirer une grande fierté parce que nous avons à la tête de notre province un homme au service de la population. Merci pour votre attention. Pour le prochain rendez-vous, ce lundi. Au revoir.